James Baldwin, si Beale Street pouvait parler. La première fois que nous avons fait l'amour, Fonny et moi, cela s'est passé d'une façon étrange. Étrange parce que nous l'avions tous les deux pressenti. Non, ce n'est pas ça. Nous ne l'avions pas pressenti. Brusquement, c'est arrivé, et alors nous avons compris que c'était là depuis toujours. Nous n'avions pas su voir le moment, mais le moment nous voyait depuis très longtemps. Il était là, il nous attendait. Il était complètement disponible le moment. Il jouait aux cartes, envoyait des météorites dans l'espace, brisait des colonnes vertébrales. Il attendait simplement que les deux écoliers qui flânaient en rentrant de l'école arrivent au rendez-vous. Je m'explique. J'ai versé de l'eau sur la tête de Fonny. J'ai frotté son dos sous la douche, à une époque qui me paraît terriblement lointaine maintenant. Je ne me rappelle pas avoir vu son sexe, je le jure, et pourtant j'ai dû le voir, je le sais. Nous n'avons jamais joué au papa et à la maman ensemble, et pourtant j'ai joué à ce jeu terrifiant avec d'autres garçons, et Fonny l'a certainement fait avec d'autres filles et avec des garçons. Je ne me souviens pas que nous ayons eu la moindre curiosité pour nos corps. Tout ça à cause de ce rusé moment qui savait que nous nous rapprochions peu à peu. Fonny m'aimait trop, nous avions trop besoin l'un de l'autre. Chacun était une partie de l'autre, la chair de sa chair. Ce qui signifie que, chacun considérant l'autre comme soi-même, nous ne pensions jamais à la chair. Il avait des jambes et j'avais des jambes. Notre connaissance du corps de l'autre ne s'arrêtait certes pas là, mais c'est tout ce dont nous avions besoin. Elle nous conduisait en haut et en bas des escaliers, et toujours l'un vers l'autre. Mais ça signifie aussi qu'il n'y avait jamais d'occasion de gêne entre nous. Ma poitrine est restée plate très longtemps. Je commence seulement, maintenant, à avoir des vrais seins à cause du bébé, et je n'ai toujours pas de hanches. Fonny avait une telle tendresse pour moi qu'il ne lui venait même pas à l'esprit qu'il m'aimait. Mon affection pour lui enlevait toute réalité aux autres garçons. Je ne les voyais pas. Je ne savais pas la signification de tout ça. Mais le moment qui nous guettait depuis longtemps sur le chemin et qui nous attendait savait, lui. Un soir, j'avais 18 ans et Fonny 21. Il m'embrassa avant de me quitter et je sentis son sexe bouger contre moi. Il s'écarta. Je dis bonne nuit et montai les escaliers en courant. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Il s'était produit quelque chose. Fonny ne vint pas, je ne le revis pas, de 2 ou 3 semaines. C'est à cette époque qu'il fit la sculpture en bois qu'il a donnée à maman. Il la lui a donnée un samedi. Après, nous avons quitté la maison et nous nous sommes promenés. J'étais si contente de le voir après cette longue absence que j'avais envie de pleurer. Tout était différent. Je marchais dans des rues que je n'avais jamais vues auparavant. Les visages autour de moi, je ne les avais jamais vus. Nous nous déplacions dans un silence fait d'une musique qui venait de partout. Pour la première fois de ma vie peut-être, j'étais heureuse et je le savais. Fonny me tenait par la main. C'était comme ce dimanche matin, il y avait si longtemps, où sa mère nous avait menés à l'église. Mais il n'y avait pas de raie dans sa chevelure maintenant. Elle s'étalait, épaisse, tout autour de sa tête. Il ne portait pas de costume bleu, il ne portait d'ailleurs pas de costume du tout. Il avait une vieille canadienne noire et rouge et un pantalon en velours côtelé gris. Ses grosses chaussures étaient élimées et son corps sentait la fatigue. C'était l'être le plus beau que je connaisse. Il avançait lentement en faisant glisser ses longues jambes un peu arquées. Nous avons descendu les escaliers du métro en nous tenant par la main. Le train, quand il est arrivé, était bondé, et Fonny a passé un bras autour de moi pour me protéger. J'ai levé soudain les yeux vers son visage. Ce que j'ai vu, personne ne peut le décrire. Je me demande pourquoi j'essaie. Son visage était plus grand que le monde. Ses yeux étaient plus profonds que le soleil, plus vastes que le désert. Tout ce qui était arrivé depuis le commencement des temps naissait sur son visage. Il a souri. J'ai vu ses dents. J'ai retrouvé l'emplacement de la dent manquante le jour où il m'avait craché sur la bouche. Le train nous a secoués. Fonny a resserré son étreinte et un drôle de soupir a gonflé sa poitrine. C'est stupéfiant de découvrir soudain qu'un inconnu a un corps. Cette connaissance fait précisément de lui un inconnu. Cela signifie que vous aussi avez un corps. Vous êtes destiné à passer toute votre vie avec lui, et c'est lui qui en déchiffrera le sens. Je fus tout aussi stupéfaite de me rendre compte que j'étais vierge. Vraiment vierge. Je me demandais pourquoi. La raison en était que, depuis toujours, sans y penser, je savais que je passerais ma vie avec Fonny. L'idée ne m'avait jamais effleuré qu'elle pourrait suivre un autre chemin. C'est-à-dire que je n'étais pas seulement vierge, j'étais encore une enfant. Nous sommes descendus du train à Sheridan Square, dans le village. Nous avons remonté la 4e rue ouest. C'était samedi, et les rues étaient pleines de monde, pleines à éclater. La plupart des gens étaient jeunes. Je veux dire qu'ils ne pouvaient pas être âgés, c'était évident, mais à mes yeux, ils n'avaient pas l'air jeunes. Ils me faisaient peur, je n'aurais pas su dire pourquoi. Je pensais qu'ils en savaient infiniment plus que moi. Et c'était vrai. Mais, d'une certaine façon, que je commence seulement à comprendre maintenant, ça ne l'était pas. Ils avaient toutes les caractéristiques, la démarche, la voix, le rire, les vêtements négligés, des vêtements qui étaient l'imitation d'une pauvreté aussi inimaginable pour eux que la leur l'était pour moi. Il y avait beaucoup de blancs et de noirs ensemble, difficile de dire où était l'imitation. Ils se sentaient si libérés qu'ils ne croyaient en rien. Ils ne se rendaient pas compte que cette illusion était leur seule vérité et qu'ils faisaient exactement ce qu'on attendait d'eux. Fonny s'est penché vers moi, il était un peu plus de 6 heures. « Ça va ?»
Oui, et toi? Tu veux manger ici ou tu veux attendre qu'on retourne? Tu veux aller au cinéma? Ou bien tu as envie d'un verre de vin, d'une bière ou d'une tasse de café? Ou est-ce que tu préfères marcher encore un peu avant de te décider? Il avait un sourire rayonnant de tendresse et donnait de petites secousses à ma main tout en la balançant. J'étais très heureuse et en même temps mal à l'aise. C'était la première fois que je me sentais gêné avec lui. Allons jusqu'au parc. Je souhaitais rester dehors encore un peu. Ok. Il continuait de sourire comme s'il venait de lui arriver une chose extraordinaire qu'il était seul à connaître, mais qu'il raconterait bientôt à quelqu'un, et ce serait moi. Nous avons traversé la 6e avenue noire de Mont, des gens de toutes sortes en quête de samedi soir. Mais personne ne nous regardait parce que nous étions ensemble et que nous étions tous les deux noirs. Plus tard, quand j'ai dû parcourir seul ces rues, ce n'était plus pareil, les gens étaient différents, et moi je n'étais plus une enfant. Allons par là, a dit Fonny, et nous avons descendu la 6e avenue en direction de Bleecker Street. Arrivé dans Bleecker Street, Fonny a regardé un moment aux fenêtres du café San Remo. Il ne connaissait personne parmi les clients, et l'endroit avait un air fatigué et découragé, comme quelqu'un qui s'apprête à se raser et s'habiller pour aller à une soirée sinistre. Sous la lumière grisâtre, les gens ressemblaient à des vétérans de guerre indescriptibles. Nous avons continué notre promenade. Il y avait toujours beaucoup de monde dans les rues, des jeunes, blancs et noirs, et des filles. Fonny a redressé la tête, sa main a serré la mienne plus fort. Tout un groupe de gosses s'entassait sur le trottoir devant un café bondé. Un jukebox jouait la chanson d'Aretha, That's Life. C'était étrange. Tout le monde était dans la rue, marchait, parlait, comme les gens le font partout, et pourtant personne n'avait l'air amical. Il y avait quelque chose de dur et d'effrayant dans l'air, à la façon dont une chose qui paraît réelle, mais ne l'est pas, peut vous faire hurler de terreur. C'étaient les mêmes tableaux qu'à Harlem avec les hommes et les femmes plus âgés assis sur les perrons, les petits enfants qui couraient tout autour des immeubles, les autos qui avançaient lentement au milieu de ce tourbillon, la voiture de police garée au coin de la rue avec 2 flics dedans et d'autres flics qui arpentaient le trottoir d'un air plein de morgue. C'étaient les mêmes tableaux en un sens, mais il y manquait quelque chose, ou il y avait quelque chose en plus, je ne sais pas. Et c'était un spectacle qui m'effrayait. Il fallait avancer prudemment ici, car les gens étaient aveugles. Nous étions bousculés. Fonny a entouré mes épaules de son bras. Nous avons dépassé Minetta Taverne, traversé Minetta Lane, dépassé le kiosque à journaux au carrefour suivant, et gagné le parc qui semblait se blottir à l'ombre d'imposants bâtiments neufs de l'université de New York et des nouveaux immeubles résidentiels à l'est et au nord. Nous avons croisé des hommes qui, depuis des générations, jouaient aux échecs à la lumière des réverbères, les gens qui promenaient leurs chiens, et des garçons aux cheveux brillants et aux pantalons moulants qui jetaient un regard rapide sur Fonny et résigné sur moi. Nous nous sommes assis sur le rebord en pierre de la fontaine. Il y avait beaucoup de gens autour de nous, mais je sentais toujours cette absence de chaleur humaine. J'ai déjà dormi dans ce parc, a dit Fonny. Ce n'est pas une bonne idée. Il a allumé une cigarette. Tu en veux une? Pas maintenant. J'avais souhaité rester dehors encore un peu, mais maintenant, je voulais entrer quelque part, loin de ces gens, quitter ce parc. Pourquoi as-tu dormi dans ce parc? C'était tard. Je ne voulais pas réveiller mes parents et je n'avais pas de fric. Tu aurais pu venir chez nous. Je voulais pas vous réveiller non plus. Il a remis ses cigarettes dans sa poche. Mais je me suis trouvé une piole par ici, je te la montrerai plus tard si tu veux. Il m'a regardé. Tu as l'air gelé et fatigué. On va manger un morceau, ok? Ok. T'as de l'argent? Ouais. Je me suis fait un peu de fric, baby. Viens. Nous avons beaucoup marché ce soir-là parce que Fonny m'emmena vers l'ouest à travers Greenwich après la maison de détention pour femmes jusqu'à un petit restaurant espagnol où il connaissait tous les serveurs. Ils étaient différents des gens dans la rue. Leur sourire était différent. Je me sentis accueilli. C'était samedi, mais relativement tôt, et on nous installa à une petite table au fond, pas comme s'ils voulaient pas que les gens nous voient, mais comme s'ils étaient contents de nous voir et souhaitaient nous garder le plus longtemps possible. Le restaurant était pour moi une chose peu familière, mais Fonny avait l'habitude. En plus, il parlait un peu espagnol, et je devinais que les serveurs le taquinaient à mon sujet. Alors, comme il me présentait à notre serveur, Pedrocito, ce qui signifiait qu'il était le plus jeune, je me rappelais que dans le quartier, on nous appelait Roméo et Juliette, et que les gens nous taquinaient toujours, mais pas de la même façon que maintenant. Certains jours, quand je ne travaillais pas l'après-midi et pouvais aller à la prison à midi, avant d'y retourner à 6 heures, je me rendais à pied de Center Street à Greenwich. Je m'asseyais à la petite table du fond et il me nourrissait, s'assurant discrètement que j'avalais la nourriture. Plus d'une fois, Luisito, qui venait d'arriver d'Espagne et parlait à peine anglais, enleva l'omelette qu'il avait préparée et à laquelle je n'avais pas touché, et m'en apporta une autre, toute chaude, en disant « Señorita, por favor, el muchacho et lui ont besoin de votre force. Il ne nous le pardonnera pas si nous ne vous faisons pas manger. Nous sommes ses amis, il a confiance en nous. Vous devez aussi nous faire confiance. » Il me versait un peu de vin rouge. « C'est bon pour vous, le vin. Lentamente. » Je trempais mes lèvres. Il souriait mais ne s'éloignait pas tant que je n'avais pas commencé à manger. « Ce sera un garçon, disait-il en souriant. » Ils m'ont aidé à franchir plus d'une horrible journée. C'étaient les gens les plus gentils que j'ai jamais rencontrés dans tout New York. Ils avaient du cœur.
Au moment le plus noir, quand j'étais si lourde que je pouvais à peine me déplacer, que Joseph, Franck et Sharon travaillaient dur et qu'Ernestine se battait pour Fonny, ils s'arrangeaient pour avoir des courses à faire du côté de la prison, et comme si c'était la chose la plus naturelle, et ça l'était pour eux, me raccompagnaient pour la visite du soir. Je ne les oublierai jamais, jamais, ils le savent. Mais ce samedi soir, nous ne savions pas. Fonny ne savait pas, et nous étions tous très heureux. J'ai bu un margarita, ce qui, nous le savions tous, est interdit par cette saloperie de loi. Et Fonny a pris un whisky, parce qu'à 21 ans, on peut légalement boire ce qu'on veut. Il a de grandes mains. Il les a placées dans les miennes. Je veux te montrer quelque chose, tout à l'heure. Nos mains tremblaient. J'ai dit, ok. Il avait commandé de la paella. Quand elle est arrivée, nous avons disjoint nos mains, et Fonny m'a servi cérémonieusement. La prochaine fois, ce sera ton tour, a-t-il dit. Et nous avons ri. Puis nous avons commencé à manger. Nous avons bu du vin. Et il y avait des bougies. D'autres personnes sont entrées et nous ont jeté un regard bizarre. Mais Fonny a dit, nous connaissons les mecs qui tiennent cette boîte. Et nous avons de nouveau ri. Nous nous sentions en sécurité. Je n'avais jamais vu Fonny en dehors de mon monde habituel. Je l'avais vu avec son père, sa mère et ses sœurs. Je l'avais vu chez nous. Mais je ne suis pas sûr, maintenant que j'y pense, de l'avoir jamais réellement vu avec moi. Pas avant le moment où nous avons quitté le restaurant, avec tous les serveurs qui riaient et plaisantaient avec lui, en anglais et en espagnol. Le visage de Fonny s'était épanoui d'une façon nouvelle, et son rire montait de ses couilles. Oui, leur rire venait de leurs couilles. Je ne l'avais jamais vu dans son monde à lui, et c'est peut-être seulement alors que je l'ai vu avec moi, car il s'était détourné de moi et riait, mais il me tenait par la main. Il était un étranger pour moi, mais nous étions unis. Je ne l'avais jamais vu avec d'autres hommes. Je n'avais jamais vu l'amour et le respect que les hommes peuvent avoir les uns pour les autres. J'ai eu le temps d'y réfléchir depuis. La première fois qu'une femme voit ça, même si ce soir-là, je n'étais pas encore une femme, elle le voit seulement parce qu'elle aime cet homme, sinon elle ne le pourrait pas. Et dans cette époque et ce pays pourri, beaucoup de femmes, presque toutes peut-être, sentent une menace dans cette chaleur et cet entrain. Elles se sentent exclues. La vérité, c'est qu'elles se trouvent devant un langage qui leur reste indéchiffrable et donc interdit, et que, loin d'être exclues, elles sont à jamais prisonnières. Seul un homme peut lire sur le visage d'une femme la jeune fille qu'elle a été. C'est un secret qui ne sera révélé qu'à un seul homme, et s'il le demande vraiment. Les hommes, eux, n'ont pas de secret, sauf pour les femmes, et ils ne grandissent pas de la même façon qu'elles. Il est beaucoup plus difficile et plus long pour un homme de grandir, et s'il n'y avait pas les femmes, il n'y arriverait jamais. C'est là un mystère qui peut terrifier et paralyser une femme, et là se trouve la clé de la plus profonde détresse. Elle doit veiller et guider, mais l'homme doit conduire, et il semblera toujours accorder plus de son attention à ses camarades qu'à elle. Pourtant, cette franchise bruyante des hommes entre eux leur permet d'affronter le silence et le mystère des femmes. Ce silence et ce mystère qui contiennent et révèlent la vérité d'un homme. La racine du ressentiment qu'éprouvent les femmes, ressentiment qui dissimule une terreur sans borne, se trouve, je suppose, dans le fait que la femme est terriblement dépendante de ce que l'imagination de l'homme fait d'elle, littéralement, heure après heure, jour après jour. C'est ainsi qu'elle devient une femme. L'homme, lui, existe dans sa propre imagination, et ne se trouve donc jamais à la merci de celle de la femme. De toute façon, dans notre époque et notre pays pourri, tout cela devient ridicule quand on s'aperçoit que les femmes sont censées avoir plus d'imagination que les hommes. Nous avons là une idée conçue par le cerveau des hommes, et elle se révèle exactement le contraire de la réalité. La vérité, c'est que, confrontée avec la réalité des hommes, une femme a bien peu de temps et d'occasion d'exercer son imagination. Et vous risquez vraiment d'être démoli dans ce pays quand vous vous apercevez qu'un homme qui n'a pas peur de faire confiance à son imagination, qui est la seule chose en quoi les hommes ont jamais fait confiance, passe pour efféminé. Ça en dit long sur ce pays, car si, bien sûr, votre seul but est de faire de l'argent, la dernière chose dont vous avez besoin est bien de l'imagination. Ou de femmes, d'ailleurs. Ou d'hommes. Je vous souhaite une très bonne nuit, señorita, m'a crié le patriarche des lieux. Et Fonny et moi avons repris notre promenade dans les rues. Viens voir ma piole, a-t-il dit, c'est pas loin. Il devait être entre 10h et 11h. Ok. Je ne connaissais pas encore le village. À cette époque-là, tout me surprenait. La rue que nous suivions était bien plus calme et plus sombre que la 6e avenue. Le fleuve était tout proche, et nous étions les seuls passants. J'aurais eu peur de me trouver seul dans cette rue. Je pensais vaguement qu'il me fallait téléphoner chez moi. Au moment d'en parler à Fonny, je renonçais. La pièce qu'il louait se trouvait dans un sous-sol dans Bank Street. Nous nous sommes arrêtés devant une grille basse aux barreaux noirs. Fonny a poussé une porte calmement. Nous avons descendu 4 marches, puis tourné à gauche. Il y avait une porte et 2 fenêtres. Fonny a introduit sa clé dans la serrure, et la porte s'est ouverte vers l'intérieur.
Fonny m'a fait entrer, a refermé la porte derrière nous, et nous nous sommes retrouvés dans un petit couloir étroit et sombre. Il a ouvert une autre porte et allumé la lumière. C'était une petite pièce basse de plafond, avec les 2 fenêtres qui faisaient face à la grille. Il y avait une cheminée. Il y avait aussi une minuscule cuisine et une salle de bain, avec une douche, mais pas de baignoire. Dans la pièce se trouvait un tabouret de bois, quelques coussins, une grande table de bois et une plus petite. Sur la petite table, il y avait des boîtes de bière vides, et sur la grande, des outils. La pièce sentait le bois. Il y en avait partout. Dans un coin, un matelas posé à même le sol était recouvert d'un châle mexicain. Sur le mur, des croquis au crayon faits par Fonny et une photo de Franck. Nous allions passer de longs moments dans cette pièce. Notre vie.